Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé pour le retard à l'allumage ce matin, en fait, pour être très honnête, je me suis tapé des enregistrements puis l'édition derrière. Tout ça sur un enregistrement sans écran. Donc bon, il a fallu tout recommencer, ce qui explique un peu ce retard à l'allumage ce matin. Cela dit, j'ai pas mal de choses à vous dire, en suivi toujours des plans hebdomadaires. Pas mal de contenu pour les expérimenter surtout, puisque donc ce matin on arrive sur les zones d'intérêt pour ma part sur le WTI, les zones de footprint qu'on avait notées pour retravailler des excès haussiers vers la zone des 58. On est toujours en contexte de lessiveuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre volatilité. C'est d'une stupidité affligeante. Là on vient de faire 52,58, c'est-à-dire c'est quand même 12% de hausse sur le prix du baril en ligne droite sans le moindre travail de prix. Donc bien le reprise de la structure de lessiveuse qu'on a en 4 heures. Donc vraiment ces canaux absolument impressionnants. Là c'est même chose. En fait depuis novembre on n'a aucune consolidation sur le prix du baril. On est à 65% de hausse sans la moindre conso. Ce qui m'invite à penser que le retour derrière vers la zone des 43 est absolument inévitable. Mais attention à ne pas imposer votre vérité au marché. On travaille comme toujours en excès et en tentative de cassure de cycle au-dessus des contextes, c'est-à-dire qu'on est en plein dessus, on a la footprint pour gérer notre risque. Donc on va se remettre à la vente sur le WTI, mais timidement. Moi pour ma part, je traîne toujours mes casseroles de la zone des 53. Donc la question ici, c'est plutôt est-ce que je joue réellement le renfort? Oui, non. Il me faudra de très beaux signaux pour que pour ma part, je fasse une telle chose. Et c'est plutôt comment ça va réagir ici qui définira si je renforce oui, non, ou si carrément j'invalide la position précédente et que j'encaisse ma perte. Bref, normalement, vous savez, vous naviguez là-dedans aussi, les expérimenter. Donc soyez sages. Ce qui m'intéresse, c'est ce dont je vous ai parlé hier. L'effet de corrélation avec l'arrivée sur la zone du S&P 500 également qui déclenche d'ores et déjà des patterns de TP confirmés. Donc on déborde un tout petit peu tout ça, mais il me semble clairement que c'est toujours sur ces horizons 4 heures daily qu'on peut travailler sur l'ensemble de ces secteurs. Donc WTI, on regarde en horaire les signaux précurseurs de renversement, on les a déjà. On attend les signaux 4 heures pour se positionner, on les a, et en tout cas on arrive sur zone, et on attend évidemment derrière des confirmations sur les unités de temps daily pour savoir si le trade est bien en place pour le portefeuille. Donc restez prudent et comprenez bien qu'ici l'effet de corrélation pas évident qu'on a entre WTI et S&P 500 fait que si vous prenez ces deux trades, il faut répartir le pool de risque à l'intérieur de ces deux. C'est-à-dire qu'on est sur du trade en reverse, 3% de risque maximal sur le capital. Personnellement, je pense que s'exposer à ces 3%, c'est totalement légitime étant donné les signaux qu'on a. Mais par contre, évidemment, ça veut aussi dire que si vous prenez 3% sur le WTI et 3% sur le S&P 500 en comprenant qu'ils ont un destin commun, en tout cas à l'heure actuelle, eh bien c'est complètement stupide. Et là, pour le coup, vous n'êtes plus du tout dans la limite des 3% de risque sur un trade en reverse, mais bien le double. Donc, répartissez ces 3% sur un pool de risque dans lequel WTI et indices américains doivent être inclus. Maintenant, le mieux étant toujours de répartir ce pool de risque, par exemple 1% S&P 500, 1% Russell et 1% WTI. C'est ce que pour ma part, j'envisage de faire. Voilà. L'USD Yen m'intéresse beaucoup. Lui, il est sur une partie Forex. Il est en train de se reverse également. Donc, très, très intéressant pour moi. Je me questionne la probabilité de tenter des petits renforts avec des stop-loss. Mais pour l'instant, voilà, les signaux corroborent surtout le fait qu'on va ranger dans la zone. Donc, restons assez prudents. Mais l'USD Yen, toujours pareil, lui, quand il va se rediriger vers le sud et qui pourra éventuellement nous casser les supports, ça va dérouiller hyper violent. Et ça, je pense que ça ne fera pas plaisir aux indices. Sur le parti action, évidemment, toujours pas mal de risques sur le fait qu'Amazon échoue pour l'instant dans la cassure de son triangle. Et je reste toujours, moi, persuadé qu'ici, ce qu'on a surtout, c'est potentiellement une structure en diamant. Donc, il faut quand même qu'on fasse relativement attention. Maintenant, le diamant doit quand même avoir une forme de symétrie. Et ici, vous voyez bien que la phase d'expansion commence clairement à se calmer, alors que la phase de compression, elle, dure depuis très longtemps. Attention, à mon avis, si Amazon n'y a pas de largage d'ici quelques semaines, il faudra quand même abandonner l'idée du diamant et comprendre qu'on est tout simplement dans autre chose, des structures peut-être de temporisation avant reprise acheteuse. Bref, je surveille toujours Amazon comme un cas particulier, mais attention à pas de vente agressive avant que la structure n'ait réellement cédé, et ce qui est pour l'instant pas du tout près d'être le cas. En plus, les résultats sont stratosphériques. Bref, là, ici, toujours pareil, il y a un cycle de vie identitaire pour chaque action, et loin de moi l'envie et la capacité de rentrer dans chaque thématique dans une émission matinale que je veux rester courte. Donc voilà, le VIX sur support, ce qui m'invite toujours à penser qu'on a tous les timings pour travailler en contrarien ce matin sur les indices et les produits corrélés. Comme je l'ai dit, WTI semble être tout indiqué. En même temps, comme on le voit, le gold et silver sont en train de se réactiver sur les supports. Ils sont venus emmerder un peu
peu les acheteurs ici. Moi, perso, j'ai dû couper les positions en renfort que j'avais pris là. Mais je me pose la question, évidemment, de peut-être reprendre aujourd'hui. J'aurai peut-être des signaux boules en clôture ce soir, ce qui m'invite clairement à penser que peut-être que c'était juste un piège. Ici, on reste sur des contextes acheteurs, moyenne acheteuse. Évidemment, moi, j'aimerais bien acheter la moyenne, mais je ne suis pas certain que ce sera ce qui sera proposé par le marché. Et si franchement, ça tient ici et qu'on constitue ces deux supports ascendants, j'aime autant vous dire que c'est direction 2000 derrière. Donc, je ne suis pas sûr que les 2000 seront nécessairement un signal acheteur. Je suis persuadé qu'on aura des replis à nouveau derrière. Mais voilà, toujours très prudent pour moi sur l'XAUSD et je pense qu'il peut y avoir une phase de crispation dans les prochains jours. On voit que les planètes pourraient s'aligner très rapidement. USD-Yen, hausse des métaux précieux et derrière, on pourrait voir nos amis les particuliers se remettre évidemment net acheteurs d'un marché action qui baisse et qui pourrait baisser assez fortement. Avant de se reprendre évidemment tout aussi vite et puis évidemment comme derrière, dès qu'on arrive sur les supports, les particuliers vont se remettre à faire quoi? À acheter, alors que le marché va rebondir, ils se mettront très vite à vendre. Donc toujours pareil, le rouleau compresseur à sentiment de cette année. Sur le secteur crypto, toujours dans le suivi du brief hebdo, à mon sens, on arrive timidement sur la zone des 50 000 et le haut du canal. Attention à pas trop vous exciter, c'est un canal hyper ascendant, donc je ne parle pas ici de vendre. Il faut bien que vous compreniez, qu'à mon avis, ce qu'on va avoir ici, c'est ce qu'on appelle la phase de divergence. C'est-à-dire le momentum se calme, on se replie vers les supports, on fait des pullbacks et puis on continue la tendance. Il reste clairement du potentiel pour moi sur Bitcoin. Là n'est pas la question. Mais il se peut clairement qu'on ait des phases de range, c'est-à-dire qu'on travaille un peu la zone de prix. Et je vous rappelle qu'on est également en tendance hebdomadaire sur Bitcoin. Donc, il faut bien garder à l'esprit que ici, les structures de temporisation qu'on a peuvent être très piégeuses, voire inexistantes, tout simplement parce qu'il y a des tendances multi-time frame. Donc ici, on est au mieux sur une phase de divergence, mais au sein d'une tendance sur l'UT supérieure. Donc, ce n'est pas le moment ici de faire de la contre-tendance. Ça sera réservé de toute façon aux expérimentés et aux gestionnaires, d'accord, qui vont faire des arbitrages ici, et je veux réserver ce contenu aux expérimentés. Ce que ça veut dire pour les autres, c'est que c'est le bon moment pour commencer à envisager les TP de tous ceux qui ont pris des trades en suivi de tendance et qui ont tradé ces breakouts. C'est le moment où vous pouvez réduire temporairement vos expositions pour réinvestir ces profits sur les supports. C'est vraiment de jouer un arbitrage, je prends des profits, je rachète. Mais jamais et à aucun moment, je passe vendeur pour financer des positions acheteuses parce que j'ai raté le breakout, etc. etc. Ça, c'est si vous faites ça, vous mettez les doigts dans une machine qui va vous les arracher en entier. Donc c'est vraiment très compliqué. Ne faites surtout pas ce genre de truc. Je vous ai parlé de cette zone haut de canal 50-52 000 parce que c'est la target d'une zone qui, à mon avis, marquera la fin de l'impulsion ici, mais clairement pas la fin de la tendance et encore moins la fin de la tendance hebdomadaire qui risque de durer, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année. Donc, restez avec un biais acheteur, mais comprenez qu'ici, c'est juste le moment de surtout pas chercher des achats, mais bien de commencer à comprendre que des prises de profit peuvent se mettre en place. Mais ça ne veut absolument pas dire que Bitcoin ne va pas partir en sucette parabolique derrière, c'est pas impossible. La demande est complètement irrationnelle sur le secteur crypto. J'espère surtout voir les professionnels déclencher les prises de profit qui calmeront ces biais directionnels complètement irrationnels. Mais si ça venait à pas être le cas, et clairement, ce marché a tout ce qu'il faut pour devenir complètement excessif et parabulesque. Donc attention ici à surtout pas vous mettre vendeur dans un marché qui pourrait quitter le domaine de la rationalité. Mais bien de comprendre que pour moi ça fait partie d'un plan et que je cherchais ce timing pour exécuter des prises de profit. Qu'est-ce que je constate en parallèle? Je vous ai mis l'exemple ce matin dans le Discord. Les breakouts sur IOTA atteignent les niveaux de confirmation. Sur ces niveaux-là, ça veut dire quoi? Que après une phase de range, on entre en tendance. Je vous rappelle, le breakout, validation et confirmation, c'est le moment où vous avez, avec une très bonne probabilité statistique, la réalité qui vous exprime que vous sortez d'une phase de range mature pour entrer en tendance. Le tendance étant le moment dans lequel vous pouvez vous exposer de façon directionnelle avec de l'effet de levier en compensant cette prise de risque par le fait que le marché est en tendance et que les autres sont en train de faire la même chose que vous et que ça devrait pousser les prix plus haut. Le prix se décale de la zone A vers une zone B qui est plus élevée. Autrement dit, ici, c'est pas le moment de commencer à flipailler et de vous dire « Oh putain, j'ai fait x2 en quelques jours, ça va trop vite, je me casse ». Non, si vous voulez prendre des profits sur la confirmation, retenez ce chiffre. Moi, perso, je prends jamais plus de 15% sur un niveau de breakout en confirmation. Ça peut rester très confortable, ça vous permet de financer des positions derrière, mais retenez surtout l'information importante du moment. Ici, on est donc en tendance. On a un breakout qui est académique, qui est parfaitement magnifique, et pire que ça, ici, on arrive sur la confirmation et on fait validation et confirmation en one shot. C'est un signe de tendance et c'est un signe de santé, de très bonne santé de cette tendance. Bref, à ce stade-là, ça risque de travailler un petit peu les prix, mais ça risque surtout de proposer des
trades en suivi de tendance. Donc ici, maintenant qu'on est en tendance et qu'elle est confirmée, moi je cherche toutes les opportunités en suivi de tendance sur IOTA. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un petit profit qui va me servir à financer ces positions. Donc comprenez que le 15% de TP, c'est pas de dire « Ah non, je veux encaisser des gains vite, vite ». Non, dans une tendance, on ne limite pas ses gains, c'est l'erreur numéro 1. Mais bien de dire, ici, je prends un TP pour financer mes positions en marge qui vont suivre. C'est uniquement pour ça. Voilà. Les autres cas de figure, comme par exemple Elrond, où là on est vraiment sur autre chose, hein, c'est pas du tout le même type de structure, là c'est complètement parabulesque. Mon premier TP avait été réalisé sur la zone x2 par rapport à mon prix d'entrée, donc de mémoire c'était vers les 125, un truc comme ça, par là. On le voit même plus tellement c'était irrationnel. Voilà, c'est par là que j'ai déclenché mon premier TP. Ce matin, je déclenche un autre TP de 30% sur la zone des 215 et j'attends. Mais là, tout simplement, comme on atteint la zone des 50 000, ou on se rapproche de la zone des 50 000 sur Bitcoin, ce machin pour moi est complètement parabolique. Alors attention, hein, demain il peut très bien être à 260, 280, c'est débile. Hein. Mais à ce niveau-là, pour moi, la parabole est énorme. Je commence à déclencher les prises de profit sur les notions cycliques. Hein. Donc voilà, ce matin pour moi c'est fin d'un cycle, débordement des contextes. J'applique la structure d'excès final. Je pense qu'on a mis ici le pullback qui est le typique du retour de volatilité de la bulle. Je suis tout à fait conscient hein, que c'est là où la phase peut être complètement verticale et stupide. Dans une bulle, on ne cherche pas à sortir tout en haut, c'est littéralement quasi impossible. Donc ici, c'est plutôt de dire, je sécurise de très très jolis gains et je suis rentré très tard dans le machin, puisque moi, de mémoire, je vous dis, je suis rentré vers les 60. Donc c'est vraiment, je suis rentré très tard, ça fait déjà x3. Moi, je ne cherche pas à aller bien trop loin. Hein, voilà. Donc je récupère ici la moitié de mes gains. Le reste, je le garderai pour toujours, mais c'est surtout, ça me servira à racheter une fois que cette structure de bulle se sera effondrée sur elle-même. Si elle continue de monter, voilà, ça ne m'intéresse plus. Donc maintenant, plus de TP pour moi sur ce truc-là. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai récupéré ma mise initiale plus un joli gain qui me permettra de financer un renfort futur après patience. Donc ça, en fait, je le laisse monter. J'attends que ça s'effondre et quand ça s'effondrera, je rechercherai des positions acheteuses derrière, mais autant vous dire qu'après un excès aussi manifeste, il faudra pas mal de temps avant d'arriver à normaliser de nouveau le prix. Voilà, donc patience pour moi sur ces actifs bullesques. Je recherche surtout, donc comme je vous dis, des encaissements en lien avec le brief hebdo que je vous ai fait. Bitcoin arrivant sur le haut de sa zone, le risque augmente. Pensez à sécuriser vos investissements sur tous ces actifs très risqués, sur toutes ces, comme je vous avais dit, ces sub-alts. Pensez à ne pas vous laisser emporter par la folie ambiante du moment. Sécuriser le capital investi, c'est vraiment ici du capital risque, hein, ce qu'on appelle le venture capital. C'est vraiment de comprendre qu'à ce niveau-là, ici, il y a des rendements complètement fous, évidemment, mais il ne faut pas les considérer comme une hausse de valeur. Ces entreprises sont surtout en train de chercher un prix maximal. On est en train ici de tester la demande et certaines demandes sont totalement irrationnelles. En tout cas, elles ne trouvent pas l'offre derrière, ce qui crée des structures de prix complètement folles. Mais la structure est bien ici avec un seul but, chercher la demande maximale. Et donc, attention, hein, ici, la valeur n'est pas en train de réellement augmenter. Ce sont simplement des gens qui parient sur l'investissement futur de Elrond, par exemple. C'est exactement ce que j'ai fait moi aussi, mais ça se fait d'une façon très particulière. Ici, ne confondez pas ça avec du buy and hold. On ne fait pas buy and hold sur un truc comme ça. C'est vraiment du venture capital. Ça monte, ça s'écroule, et après, on fait buy and hold. Voilà, bref, on aura le loisir d'en reparler. Je ne fais pas ça dans les émissions intraday. Bonne journée à toutes et à tous.